C'est le 150e JT Comics et avec Netflix, on vous fait gagner une vingtaine du comics The Magic Order de Coppel et de Mark Millar, le dernier comics du Millar World avec Netflix, et c'est Olivier Coppel en personne qui m'aidera à choisir les gagnants. Ça c'est la classe, et en plus Netflix m'a dit que je pouvais organiser ce concours comme je voulais, et comme moi j'ai horreur d'obliger les gens à aimer une page ou quoi que ce soit pour pouvoir gagner. J'ai toujours eu l'impression que c'était comme s'il y avait un mec ou une meuf que tu connais pas et qui te susurre dans l'oreille « Aime-moi, tu vas m'aimer, oui ». C'est gênant. Du coup, je préfère faire appel à votre créativité, hein. Vu que The Magic Order, c'est à propos d'un groupe de magiciens qui protègent le monde des forces maléfiques, hein, jusqu'à évidemment ce que ça parte en cacahuète, eh bien je vous propose d'inventer votre formule magique et on choisira avec monsieur Olivier Coppel parmi celles que vous nous proposez. Alors ça se passe à plusieurs endroits, hein. Déjà tout de suite dans les commentaires YouTube, vous n'avez qu'à commenter « Je participe » avec votre formule magique, hein. Vous pouvez aussi réagir aux news du JT, hein, c'est pas interdit, mais aussi sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook à partir de midi, sur Instagram ça sera dans l'après-midi et sur Twitter dès maintenant. Ça vous fait 4 fois plus de chances de gagner sans avoir d'obligation de like, hein. Ça vous êtes assez grand pour savoir si vous avez envie ou pas de le faire tout seul. On ne parle que de ça depuis ce week-end, hein. Ça frappe très fort, hein, et il y en a même qui disent que ça ne devrait pas être là, hein. Je ne parle pas d'Alexandre Benalla, mais bel et bien de l'actu comics de la semaine et de la San Diego Comic Con qu'on va débriefer tout de suite, hein, la tienne Valérian, et tout de suite ce sont les news de la semaine. Marvel. Ce que je trouve le plus intéressant à l'occasion de ces Comic-Con, hein, plus que les annonces pures et dures, ce sont les petites anecdotes croustillantes qui les accompagnent. Et cette année, on a été gâtés par les deux éditeurs. Ne vous inquiétez pas, on parlera également des indépendants. On parlera aussi, il y a un petit point ciné TV, hein, où là, pour moi, il y a un gagnant qui est clair et net. Hein, mais pour ce qui est du comic, c'est un petit peu plus dur de trancher sur qui l'emporte entre DC et Marvel. Je vous laisse d'ailleurs me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on commence tout de suite avec la Maison des Idées qui a dévoilé son logo à l'occasion des 80 ans de la boîte en 2019. On nous a présenté le prochain gros événement de l'univers Marvel, ça s'appelle Infinity Wars Prime. On nous dit que ça devrait révolutionner le statu quo de l'univers Marvel, blablabla, mes couilles sur ton front, ça fait la pierre de Vision en tout cas. Il rassure tout le monde en disant que le titre n'a pas été choisi à la légère, sous-entendu ce n'est absolument pas parce que on est entre deux films éponymes. On nous dit que les personnages d'Infinity Warp, c'est donc les mash-ups dont je vous parlais il y a quelques semaines, eh bien ne sont pas là au hasard, c'est pas de simples gadgets, hein. Il y a un rôle très précis qu'il joue dans l'histoire. Et d'ailleurs en parlant d'anecdotes, Donny Cates dévoile une idée qui n'a pas été retenue, hein, celle de Deadbolt. Donc il a mélangé le très bavard Deadpool avec le beaucoup moins bavard Black Bolt. Ça aurait été bien, bon tant pis. Le scénariste texan a fait le show au panel Marvel, il a même montré son tatouage du Cosmic Ghost Rider, un personnage qu'il a inventé. Marvel a réaffirmé toute sa confiance en lui et son rôle un petit peu central donc dans la structure éditoriale en le plaçant à la tête du relaunch, du reboot du label Marvel Knights, donc le label emblématique créé il y a 20 ans par Joe Quesada et Jimmy Palmiotti, un label emblématique parce que c'était un label plus adulte, mais quand même situé dans la continuité Marvel 616. C'est le label qui a propulsé Joe Quesada au rang d'éditeur en chef de chez Marvel. On verra pour Donny Cates, c'est des bonnes nouvelles. Le scénariste écrira un one-shot intitulé MK20 qui sortira en novembre prochain. Il a déjà choisi un Vitaly Alatini Howard et Matthew Rosenberg comme auteurs qui se chargeront des personnages qui seront probablement identiques à ceux d'il y a 20 ans, hein, pour le label. On peut parler du Punisher, d'Electra, de Daredevil, pourquoi pas de Blade, de Black Panther et de plein d'autres. Autre bonne nouvelle dans l'univers des X-Men, je crois que Marvel en a enfin eu marre de payer Chris Claremont à ne rien foutre, hein, puisque je vous rappelle que l'auteur est encore en contrat d'exclusivité payé par Marvel tous les mois, mais Marvel ne le fait pas écrire de comics. Et bien ça change puisqu'il sera en charge du numéro de X-Men Black consacré à Magneto. X-Men Black, c'est une série de 5 one-shots consacrés aux mutants un petit peu borderline, voire carrément vilains, qui sortiront en octobre. Et je sais que certains d'entre vous doutent un petit peu de la capacité de Claremont à pouvoir encore écrire une bonne histoire dans l'univers des mutants. Et bien ça sera un test. On verra bien. D'autant, hein, que la deuxième bonne nouvelle dans l'univers X de San Diego, c'est que le titre Uncanny X-Men signe son grand retour chez Marvel. Après les 4 Fantastiques, les X-Men, tout va bien. Il n'y a pas encore d'équipe créative qui a été annoncée. Pourquoi pas Claremont, pourquoi pas un autre? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Petite anecdote, hein, on a appris que le scénariste Charles Soule s'est inspiré du jeu Marvel vs Capcom lorsqu'il a inventé le nouveau pouvoir
de Wolverine, elle est griffe auto-chauffantes en mode grille-pain couteau à beurre. Et c'est vrai que dans le jeu on peut voir des espèces d'effets de chaud quand Wolverine s'énerve, et là dans le comics on sait qu'il ne contrôlera pas ce pouvoir, ce qui peut être chiant. Et Marvel jette un froid avec le retour de Bobby Drake dans son titre solo, ils vont lui donner un grand ennemi à affronter. Je ne parle pas de Christine Boutin mais bien de Mr. Sinister. Des news de l'univers Spider-Man maintenant avec 2 œufs d'araignée qui vont éclore, félicitations puisque Spider-Kid et Astro Spider feront leur apparition dans la mini-série Spider-Force. Ce sont 2 nouveaux Spider-Man créés par Christopher Priest et Paolo Siqueira. Terminé Spider-Gwen, maintenant c'est Ghost Spider qu'il faudra l'appeler, et Marvel a confirmé la série Superior Doc Ock, donc par Christos Gage et Mike Hawthorne. Sur la série principale de Nick Spencer, on sait que le dessinateur Humberto Ramos relaiera Ryan Ottley. Enfin, le co-créateur de Venom, David Michelini, reviendra sur le personnage le temps d'un annual, et ça fait d'autant plus plaisir que la cover de Paolo Siqueira fait demi-mollet sévère. Il y a eu les Vengeurs, il y a eu Spider-Man, il y a eu les X-Men, et bien pour parfaire le tout, la première famille de l'univers Marvel, donc les 4 fantastiques. Peu de news, mais on nous a dit déjà qu'on se rappellerait de l'esprit famille, que les 4 fantastiques passeraient leur temps à chercher leurs gosses, au moins toute une première partie de l'arc, et on nous a teasé un nouvel antagoniste qui s'appelle Victorious et qui est présenté comme le Captain America de l'Adverie. Au niveau des annonces de nouvelles séries, Neil Gaiman et Mark Buckingham travailleront sur une nouvelle série Miracle Man, et donc ça veut dire qu'ils ont dû régler toutes les embrouilles juridiques liées au personnage. Chelsea Kane, Mark Mohan et Odd Koch réaliseront une mini-série sur la Vision. Et en termes d'ouverture sur de nouveaux lecteurs, de nouveaux paysages, de nouveaux marchés, eh bien Marvel cherche à s'ouvrir, et ce qui est surprenant c'est qu'ils le font en s'associant avec un autre éditeur, IDW, pour produire une série de comics destinés à de jeunes enfants, jeunes ados entre 8 et 12 ans. C'est une cible de choix en ce moment, il y aura du Avengers, il y aura du Spider-Man, et on verra si d'autres titres arrivent. Et Marvel pense à ses lecteurs en digital en proposant une nouvelle expérience de lecture. On connaissait le binge watching sur Netflix, et bien maintenant il y aura le binge reading, puisqu'ils sortiront des chapitres doubles, donc des chapitres de 40 pages chaque mois, donc vous aurez 3 comics tous les 2 mois. Il y aura le Jessica Jones de Kelly Thompson, il y aura du Daughters of the Dragon, il y aura du Luke Cage, il y aura du Iron Fist, et le digital ayant ses limites, évidemment tous les chapitres sortiront dans des éditions reliées un petit peu plus tard en librairie. DC Comics. Chez DC, on a eu la confirmation que Grant Morrison arrivait sur le titre Green Lantern avec Liam Sharp, mais ce qui est rigolo, c'est l'anecdote autour. On sait que c'était autour d'un dîner avec Dan Didio, qui est éditeur en chef chez DC Comics. Dan Didio lui demande si il est vraiment intéressé par une histoire sur Green Lantern. Morrison lui répond que non, qu'il est bien occupé, ça on peut le comprendre. On l'a même vu dans Mom and Dad sur Netflix, si vous avez l'œil. Ça c'était au début du repas, et à la fin du repas, il lui dit qu'en fait, il a peut-être une idée pour 12 chapitres d'une histoire sur Green Lantern. Alors moi ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'ils ont bu avec les plats pour que ça change comme ça. Sinon la distinguée concurrence nous joue les clowns, et mise apparemment beaucoup sur le Joker, puisqu'en plus du film sur ses origines avec Joaquin Phoenix, avec Robert De Niro, il semblerait que le Joker écrive des recettes pour DC Comics, ainsi du moins on en croit cette page de Justice League où on peut voir le Joker enfant cuisiner de la volaille, apparemment à la homard. Alors pas celui avec Fred, celui qui pince, bien vivant et avec ses plumes. Et on a enfin vu la couverture du projet des 3 Jokers par Geoff Johns, qui sera publié sous le Black Label et non pas sous le label de Johns, Killing Zone. C'est dessiné par Jason Fabok, et ça aborde évidemment le fait qu'il y ait 3 Jokers dans l'univers DC, et c'est pas des Jokers de monde parallèle, on nous promet des Jokers en continuité. On peut voir tout derrière celui de The Killing Joke, au milieu celui à l'inventeur du fameux coup de barre, le Joker de Un deuil dans la famille, et peut-être au premier plan un Joker qui se rapproche plus de ce qu'avait fait Brian Azzarello avec Liber Mejo dans le graphic novel éponyme. Marc Silvestri s'est également pointé au panel de DC, et une anecdote marrante, c'est que Jim Lee lui a fait une petite blague et lui a dit: souviens-toi, tu n'es pas là pour promouvoir un titre image, mais bel et bien parler de Batman, puisqu'il a présenté enfin son Batman Deadly Duo, donc le projet sur lequel il travaille depuis au moins 5 ans. L'histoire est très simple: lorsque le Joker fait face à un ennemi qui est trop fort pour lui, qu'il n'arrive pas à battre, et bien il va contraindre Batman à venir à son secours, en kidnappant Gordon et en lui envoyant des bouts de Gordon, des doigts, des oreilles, des prépuces, je sais pas. Ça fera un petit peu plus de 7 chapitres, et ça sortira bien quand ça sera prêt, donc dans 4 ans. Rassurez-vous, on n'oublie pas Batman pour autant, et c'est Scott Snyder qui a dû se demander un jour ce que ça ferait si Frank Castle fécondait une chauve-souris. Et la réponse, c'est ce Bat Punisher tiré tout droit de l'univers de Batman Metal, designé par Jock, et qui sera le sidekick
du Batman Who Laughs, donc le Batman Joker. Et c'est Christina Cordula qui est très contente, hein, puisque eh bien, Tom King, qui a d'ailleurs dû venir avec un garde du corps à la San Diego Comic Con, puisqu'il aurait reçu des menaces de mort suite à son Batman numéro 50, a annoncé que Batman allait changer de costume et passer donc du costume de Rebirth à celui qu'on lui connaissait dans Batman Hush. Alors je peux pas exactement vous dire pourquoi sans vous spoiler, hein, mais disons qu'elle est chagrin, notre chauve-souris, hein, et c'est pas ce câlin de papa et maman qui va ranger les choses, hein, si j'en crois la couverture de Cursed Comics Cavalcade, l'un des deux comics qui sortira pour Halloween, hein, et Batman aura la part belle, puisque le deuxième s'appelle The Batman Secret Files. Le tout est réalisé par une myriade d'auteurs et d'artistes, hein, et sortira en grand format, puisque l'un fera 48 pages et l'autre 80 pages. Pas de jaloux entre les fils de Martin, hein, puisque Superman a également été chouchouté pendant la Comic Con avec une entrée au Guinness World Book des records d'Action Comics en tant que la plus longue série de comic book consacrée à un super-héros, hein, puisqu'il y a eu 1000 numéros depuis 1938. Alors pour tous les Rainman qui me regardent et qui réclament déjà une commission d'enquête, oui, je vous rassure, hein, le titre Detective Comics a bien été créé un an auparavant, en 1937, mais la popularité d'Action Comics a fait qu'il est passé en hebdomadaire pendant presque un an, et ça a creusé l'écart avec Detective Comics. D'ailleurs, on sait que pour Detective Comics, ce seront Doug Mahnke et Peter Tomasi qui en prendront les rênes au numéro 994 et que ce seront probablement eux qui seront en charge au numéro 1000. On a appris que Brian Michael Bendis allait inventer une organisation criminelle ancienne et rampante qui sévirait à Metropolis, qui ferait galérer Superman et qu'il n'aurait jamais repéré, car ils auraient su déjouer tous ses sens, et notamment sa super ouïe. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Alors si les hiboux sont les prédateurs naturels des chauves-souris, je me demande bien quel pourrait être l'ennemi naturel des Kryptoniens. Alors certains diront Zack Snyder, d'autres diront Joss Whedon. On verra bien. Chez DC aussi, il y a eu le petit moment de com' avec le titre Heroes in Crisis, donc de Tom King. Alors, on nous a promis la révolution, le changement de ton, du Batman, du Superman, du Wonder Woman, mes couilles, ton front, des Ray-Ban, enfin bref, le titre s'est déjà dévoilé. Tom King déjà a mis en garde, dit que ça pourrait heurter la sensibilité de ceux qui craignent un petit peu la violence armée et le trauma en général. Et il dit que le DC Universe ne ressemblera plus jamais à aucun autre univers de fiction après ça, car il reflètera encore plus les émotions de ses lecteurs. Au niveau des titres annoncés, un Kelly Sue déconique est confirmé sur Aquaman avec Robson Rocha. On nous a dit qu'ils allaient faire un chef-d'œuvre à la Year One, je ne demande qu'à voir. Geoff Johns continuera son Shazam du New 52 dans une nouvelle série qui sera dans la continuité mainstream, et il a parlé de son label, le Killing Zone, qui lui servira à raconter des histoires aussi bien futuristes que historiques, des histoires qui feront intervenir des personnages d'ici qu'on n'a pas vus depuis des lustres et dont personne n'ose s'occuper tellement ils sont compliqués, on verra. Et il dit qu'il va également s'en servir pour exprimer toute sa frustration envers le système politique américain actuel. Fais attention Geoff, j'espère que tu n'as pas des vieilles vannes nécrophiles dans ton Twitter, on verra pourquoi après. Sinon on sait aussi que Wonder Woman va faire équipe avec la Justice League Dark suite aux conséquences du Batman Metal, je vous dis pas pourquoi. Sinon DC cherche également à s'ouvrir et n'abandonne pas encore son New Age of DC Heroes, qui pourtant marche peut-être pas si bien que ça, mais il prévoit quand même de l'inclure un petit peu plus dans les titres mainstream. Et il drague également les plus jeunes, James Gunn ne dit rien, avec de nouveaux titres annoncés pour leur label DC Zoom et DC Inks à destination des 8-12 et des 13-18. Il y aura du Oracle, il y aura du Dick Grayson, il y aura du Wonder Woman, il y aura du Aqualad et du Batgirl. On va en convertir des minots comics avec ça, moi je vous le dis. Indépendant. Et au milieu de ces deux géants, de leurs films, de leurs comics, de leurs goodies, on a les petits éditeurs qui essayent de faire entendre leur voix. IDW annonce Shredder in Hell, donc par Mateusz Santoluco, et c'est une série au titre assez explicite qui fera suite à l'histoire secrète du clan foot, et c'est Sullivan et iComics qui doivent frétiller de la carapace. Il aura fallu 30 ans, mais Tangirl va enfin avoir sa propre série mensuelle après avoir eu un jour pour elle, le samedi 20 octobre 2018, ce sera la journée de Tangirl, je vous le dis. Blizzard s'apprête à lancer une mini-série de 4 comics dans leur univers de Diablo. Ce sera par Monsieur Marv Wolfman et Piotr Kowalski, et l'histoire c'est celle de savants zélés qui vont apprendre les vraies origines de l'humanité, et peut-être que leur foi va avoir besoin d'une potion de santé ou deux. La série tout public plutôt orientée jeunesse, Star Wars Adventure, qui est publiée par Delcourt en France, s'apprête à basculer dans l'horreur. Une petite horreur puisque les contes du Château Vador seront déconseillés aux moins de 13 ans, un petit peu comme DSK et les blagues de James Gunn. Et les covers seront magnifiques puisqu'elles sont réalisées par Francesco Francavilla. Et le gros coup de tonnerre indé provient de Bongo Comics, la maison d'édition de Matt Groening, puisque le numéro 245 du comics des Simpsons signera l'arrêt de la série consacrée à la plus célèbre des familles de Springfield. Alors vu l'extrême popularité du titre aux États-Unis, mais surtout en Europe, et notamment chez nous en France, il semblerait
c'est logique qu'il s'agisse plus d'une passation de licence à un autre éditeur que d'un arrêt simple et définitif. Ciné-série. Et comme chaque année, les annonces ciné-série prennent de plus en plus de place chez les éditeurs, ou devrais-je dire les studios. Et cette année, je crois que le grand gagnant, c'est DC, qui a profité du silence radio de Marvel Comics pour faire des annonces très lourdes, notamment celle qu'on ne doit plus dire le DCEU, le DC Extended Universe, mais bel et bien le World of DC. Une espèce de galaxie de films d'animation, de séries, de films qui sont pas forcément reliés par une continuité, mais qui gravitent tous autour de nos comics, c'est ça qu'on aime. Ce sera réuni au sein du DC Universe, 8$ par mois, 75$ par an, toujours pas prévu en France. On a pu voir dans le trailer de la série Titans un Robin qui doit en avoir marre de se prendre des gifles là dans ce même à la con sur internet, qui utilise des flingues et qui dit fuck Batman, donc moralité, prenez soin et donnez de l'amour à vos enfants. Il y a Jason Todd qui a annoncé pour la série aussi, du coup il me tarde de le voir arracher des carotides avec les dents. Je sais pas vous, mais le trailer d'Aquaman m'a quand même beaucoup moins marqué que celui de Shazam, qui m'a fait voilà, demi-molle, une demi-molle qui s'est confirmée avec l'annonce que Lobo débarquait dans la saison 2 de Krypton. Je crois que c'est le bon moment pour s'y mettre. Alors demi-molle consacrée en mode Coupe du Monde de 3 étoiles, et bien avec l'annonce de la remasterisation en Blu-ray de Batman, la série animée. Me tarde de voir les différences. On aura également droit à une série Stargirl et au film d'animation Batman Hush. Chez Marvel, c'est un quasi silence radio, avec la plus grosse annonce étant la révélation de la bande-annonce de la saison 2 d'Iron Fist. Il y a aussi Deadpool qui dit vouloir explorer sa pansexualité dans les futurs films, mais également le réalisateur de Venom qui confirme que Riot sera le principal antagoniste du film, ce qui me fait espérer qu'on voit tous les autres symbiotes de Lethal Protector, Scream, Phage, Agony et Lasher. Chez les Indés, on a eu droit au tout premier vrai trailer de la série Deadly Class par Rick Remender et par Craig Vest. C'est excellent, ça promet. Quand Denver prend des stéroïdes au petit déjeuner, ça fait Super Dinosaur, et donc ça c'est la nouvelle série d'animation tirée d'un comics de Robert Kirkman, le papa de The Walking Dead. Ça raconte l'histoire d'un jeune génie de 10 ans et de son dinosaure, un brain gamer, qui protège la Inner Earth, où se trouve apparemment encore une partie de la préhistoire, et bien du savant Max Maximus. Voilà, je m'attarde pas trop sur cette partie, parce que je sais que vous avez vu, revu, re-revu toutes les bandes annonces en boucle, donc je vous laisse plutôt me dire ce que vous avez pensé des annonces ciné-séries dans les commentaires. Gunned Down. Vous le savez sûrement, mais certains ont déterré des vieux tweets de James Gunn dans lesquels il faisait des blagues pédophiles très peu drôles, et par conséquent Disney a immédiatement viré et relevé de toutes ses fonctions le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et de Scooby-Doo 2. Et même Sony a annulé sa présentation au Hall H, où il devait sûrement annoncer l'adaptation du comics Nameless de Grant Morrison. Tant pis pour toi James, ça tu aurais dû faire de la politique quand on voit la longévité d'un Daniel Cohn-Bendit qui n'avait pas l'air de rigoler du tout, ou même les sanctions infligées à l'encontre d'un Alexandre Benalla. T'as mal choisi ton secteur. Finalement, est-ce que tout ça ne se résume pas à quelque chose de politique, puisque regardons à qui profite le crime, regardons qui a lancé l'alerte. Il s'agit de 2 personnalités d'extrême droite, fervents supporters de Donald Trump, Jack Posobiec et Mike Cernovich. Et on sait que James Gunn était le premier à militer contre l'administration Trump sur son Twitter. Du coup, on peut s'interroger sur les véritables intentions de ces 2 hommes qui voient apparemment des pédophiles partout, puisqu'ils avaient déjà lancé des rumeurs à l'égard d'hommes politiques qui se sont avérés complètement fausses. Alors moi je comprends tout à fait que ces 2 ne soient pas attaqués à révéler toutes les conneries dans les tweets de Donald Trump, puisqu'il y avait trop de travail, tout simplement. C'était plus facile pour James Gunn, et je parle pas de tout ce qui est dit en off, genre attraper les femmes par la chatte, ça apparemment ça n'a pas l'air de les déranger. En même temps, l'un de ces 2 hommes fait partie de la Men's Rights Association, donc l'association pour les droits de l'homme, le masculinisme. Genre pour que les hommes aient le droit de vote, pour qu'ils puissent sortir habillés comme ils veulent dans la rue sans être emmerdés, pour qu'ils puissent travailler sans demander à leur conjointe, enfin ce genre de trucs. Bref, on pourrait faire 3 JT sur les casseroles que se traînent ces 2 êtres absolument charmants et sensibles, qui se permettent donc de donner des leçons de morale à James Gunn, et qui fait certes de très mauvaises blagues, et pourtant j'adore l'humour noir, mais jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à ce qu'on trouve des vidéos pédopornographiques sur ses ordinateurs ou des images de lui en situation, je pense que les vrais pédophiles, ceux qui se servent de bébés comme des vaginettes, tant pis, je réaliserai pas les Gardiens de la Galaxie 3, et bien eux, ils doivent se taper sur le ventre en rigolant bien fort. En attendant, les proches de Gunn réagissent, se disent tous abasourdis, les fans se mobilisent, il y a une pétition en ligne pour réembaucher James Gunn qui n'aboutira à rien, mais qui a déjà réuni plus de 250 000 signatures. Le problème avec ce genre de fouille-merde qui devrait consacrer leur énergie à quelque chose d'un petit peu plus noble, c'est qu'ils ne comptent pas s'en arrêter là, et que le prochain à être épinglé
épinglé, c'est Dan Harmon, donc le co-créateur de Rick et Morty. Il y a des vieilles vidéos de lui qui ressortent. Le pilote d'une série qui s'appelle Daryl, où on suit un patient en thérapie et on voit là qui vient faire mine de faire l'amour avec un poupon. C'est pas très drôle certes, mais bon, le scandale a en tout cas été évité par Adult Swim et par Harmon qui a carrément supprimé tout son compte Twitter en faisant un gros fuck. Je dis ça comme ça, mais j'espère juste que ces enquêteurs du web ne vont pas tomber sur le pilote non officiel de Rick et Morty qui s'appelle Doc and Marty de Justin Roiland, puisqu'on voit clairement Marty pépon le Doc, ça c'est très clair. Une fois que vous avez vu ça, vous pouvez plus le dévoir. C'est la fin de ce JT oversize en raison de la San Diego Comic Con. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à m'inventer votre formule magique pour tenter de remporter l'un des 20 exemplaires de The Magic Order que je mets en jeu avec Netflix. Je choisirai les gagnants avec Monsieur Olivier Coipel, le dessinateur du comics. Le concours est également accessible sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller lire les posts, vous allez voir, les règles sont très simples, donc sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, vous pouvez également me laisser vos petits messages pour le bandeau, comme tous les mardis. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient la secrétaire pour le JT 150, et je vais vous dire la vérité, je n'ai plus aucun contact avec elle, elle est partie. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous lisez. Moi cette semaine c'est simple, je n'ai rien eu le temps de lire. Un samedi j'étais à Marmande et je remercie tous ceux qui sont venus. Merci Valérian pour la tasse, merci Xey pour ce plastron qui est magnifique. Merci Gald pour le petit porte-clés du Punisher. Merci Rémi, j'ai oublié les dessins, je les afficherai mercredi prochain dans le JT. Quand je vois comme vous êtes sympa avec moi, c'est pour ça que ça me donne envie d'accepter un petit peu plus de concours en partenariat avec les différents éditeurs. Là c'est Netflix, donc c'est cool, ça finit dans 2 semaines, j'annoncerai les gagnants pour le JT 152, je vous donne en tout cas rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Le commis, c'est un gros con. Ah, monsieur fait des partenariats avec Netflix, mais il a pas un rond, il monétise pas ses vidéos, il paie pas ses employés. Ah ben ouais, et moi je suis parti. Je vais finir par le boxer, moi je suis ceinture de Krav Maga. Option Benalla, bim, la gorge. Et maintenant là chez moi, je suis en vacances, je lis du manga en plus maintenant.